Chapitre 20. 2 jours après, nous passâmes la grande muraille de la Chine. Boulevard élevé contre les Tartares. Ouvrage immense, dont la chaîne sans fin s'étend jusque sur des collines et des montagnes où les rochers sont infranchissables, et les précipices tels qu'il n'est pas d'ennemi qui puisse y pénétrer, qui puisse y gravir, ou s'il en est, quelle muraille pourrait les arrêter. Son étendue, nous dit-on, est d'à peu près 1 millier de miles d'Angleterre, mais la contrée qu'elle couvre n'en a que 500, mesurée en droite ligne, sans avoir égard aux tours et retours qu'elle fait. Elle a environ 4 toises ou fathomes de hauteur et autant d'épaisseur en quelques endroits. Là, au pied de cette muraille, je m'arrêtai 1 heure ou environ sans enfreindre nos règlements, car la caravane mit tout ce temps à défiler par un guichet. Je m'arrêtai 1 heure, dis-je, à la regarder de chaque côté, de près et de loin, du moins à regarder ce qui était à la portée de ma vue. Et le guide de notre caravane, qui l'avait exalté comme la merveille du monde, manifesta un vif désir de savoir ce que j'en pensais. Je lui dis que c'était une excellente chose contre les Tartares. Il arriva qu'il n'entendit pas ça comme je l'entendais, et qu'il le prit pour un compliment. Mais le vieux pilote sourit. « Oh, Señor Inglés, dit-il, vous parlez de 2 couleurs. »« De 2 couleurs, répétai-je. Qu'entendez-vous par là ? » ?»« J'entends que votre réponse paraît blanche d'un côté et noire de l'autre, gaie par là et sombre par ici. Vous lui dites que c'est une bonne muraille contre les Tartares. Cela signifie pour moi qu'elle n'est bonne à rien, sinon contre les Tartares, ou qu'elle ne défendrait pas de tout autre ennemi. « Je vous comprends, Señor Inglés, je vous comprends, répétait-il en se gaussant. Mais monsieur le Chinois vous comprend aussi de son côté. Eh bien, Seigneur, repris-je, pensez-vous que cette muraille arrêterait une armée de gens de notre pays avec un bon train d'artillerie, ou nos ingénieurs avec 2 compagnies de mineurs ? En moins de 10 jours, n'y ferait-il pas une brèche assez grande pour qu'une armée y pût passer en front de bataille ? Ou ne la ferait-il pas sauter, fondation et tout, de façon à n'en pas laisser une trace ? Oui, oui, s'écria-t-il, je sais tout cela. Le Chinois brûlait de connaître ce que j'avais dit. Je permis au vieux pilote de le lui répéter quelques jours après. Nous étions alors presque sortis du territoire, et ce guide devait nous quitter bientôt. Mais quand il sut ce que j'avais dit, il devint muet tout le reste du chemin, et nous sevra de ses belles histoires sur le pouvoir et sur la magnificence des Chinois. Après avoir passé ce puissant rien, appelé muraille, à peu près semblable à la muraille des Pictes, si fameuse dans le Northumberland et bâtie par les Romains, nous commençâmes à trouver le pays clairsemé d'habitants, ou plutôt les habitants confinés dans des villes et des places fortes à cause des incursions et des déprédations des Tartares, qui exercent le brigandage en grand et auxquels ne pourraient résister les habitants sans armes d'une contrée ouverte. Je sentis bientôt la nécessité de nous tenir tous ensemble en caravane, chemin faisant, car nous ne tardâmes pas à voir rôder autour de nous plusieurs troupes de Tartares. Quand je vins à les apercevoir distinctement, je m'étonnai que l'Empire chinois ait pu être conquis par de si misérables drôles. Ce ne sont que de vraies hordes, de vrais troupeaux de sauvages, sans ordre, sans discipline et sans tactique dans le combat. Leurs chevaux, pauvres bêtes maigres, affamées et mal dressées, ne sont bons à rien. Nous le remarquâmes dès le premier jour que nous les vîmes, ce qui eut lieu aussitôt que nous eûmes pénétré dans la partie déserte du pays. Car alors notre commandant du jour donna la permission à 16 d'entre nous d'aller à ce qu'ils appelaient une chasse. Ce n'était qu'une chasse aux moutons, cependant cela pouvait à bon droit se nommer chasse, car ces moutons sont les plus sauvages et les plus vils que j'ai jamais vus. Seulement ils ne courent pas longtemps, aussi vous êtes sûr de votre affaire quand vous vous mettez à leur trousse.
Ils se montrent généralement en troupeaux de 30 ou 40, et, comme de vrais moutons, ils se tiennent toujours ensemble quand ils fuient. Durant cette étrange espèce de chasse, le hasard voulut que nous rencontrâmes une quarantaine de Tartares. Chassaient-ils le mouton comme nous, ou cherchaient-ils quelque autre proie, je ne sais. Mais aussitôt qu'ils nous virent, l'un d'entre eux se mit à souffler très fort dans une trompe, et il en sortit un son barbare que je n'avais jamais ouï auparavant, et que, soit dit en passant, je ne me soucierais pas d'entendre une seconde fois. Nous supposâmes que c'était pour appeler à eux leurs amis, et nous pensâmes vrai, car en moins d'un demi-quart d'heure, une autre troupe de 40 ou 50 parut à un mille de distance. Mais la besogne était déjà faite, et voici comment. Un des marchands écossais de Moscou se trouvait par hasard avec nous. Aussitôt qu'il entendit leur trompe, il nous dit que nous n'avions rien autre à faire qu'à les charger immédiatement, en toute hâte. Et nous rangeant tous en ligne, il nous demanda si nous étions bien déterminés. Nous lui répondîmes que nous étions prêts à le suivre. Sur ce, il courut droit à eux. Nous regardant fixement, les Tartares s'étaient arrêtés tous en troupeau, pêle-mêle et sans aucune espèce d'ordre. Mais sitôt qu'ils nous virent avancer, ils décochèrent leurs flèches, qui ne nous atteignirent point, fort heureusement. Ils s'étaient trompés vraisemblablement, non sur le but, mais sur la distance, car toutes leurs flèches tombèrent près de nous, si bien ajustées que si nous avions été environ à 20 verges plus près, nous aurions eu plusieurs hommes tués ou blessés. Nous fîmes sur-le-champ halte, et malgré l'éloignement, nous tirâmes sur eux et leur envoyâmes des balles de plomb pour leurs flèches de bois. Puis au grand galop, nous suivîmes notre décharge, déterminés à tomber dessus, sabre en main, selon les ordres du hardi Écossais qui nous commandait. Ce n'était, il est vrai, qu'un marchand, mais il se conduisit dans cette occasion avec tant de vigueur et de bravoure, et en même temps avec un si courageux sang-froid, que je ne sache pas avoir jamais vu dans l'action un homme plus propre au commandement. Aussitôt que nous les joignîmes, nous leur déchargeâmes nos pistolets à la face et nous dégainâmes. Mais ils s'enfuirent dans la plus grande confusion imaginable. Le choc fut seulement soutenu sur notre droite, où 3 d'entre eux résistèrent, en faisant signe aux autres de se rallier à eux. Ceux-là avaient des espèces de grands cimeterres au poing et leurs arcs pendus sur le dos. Notre brave commandant, sans enjoindre à personne de le suivre, fondit sur eux au galop. D'un coup de crosse, le premier fut renversé de son cheval, le second fut tué d'un coup de pistolet, le troisième prit la fuite. Ainsi finit notre combat, où nous eûmes l'infortune de perdre tous les moutons que nous avions attrapés. Pas un seul de nos combattants ne fut tué ou blessé. Mais du côté des Tartares, 5 hommes restèrent sur la place. Quel fut le nombre de leurs blessés? Nous ne pûmes le savoir. Mais chose certaine, c'est que l'autre bande fut si effrayée du bruit de nos armes qu'elle s'enfuit sans faire aucune tentative contre nous. Nous étions lors de cette affaire sur le territoire chinois. C'est pourquoi les Tartares ne se montrèrent pas très hardis. Mais au bout de 5 jours, nous entrâmes dans un vaste et sauvage désert qui nous retint 3 jours et 3 nuits. Nous fûmes obligés de porter notre eau avec nous dans de grandes outres et de camper chaque nuit, comme j'ai ouï dire qu'on le fait dans les déserts de l'Arabie. Je demandai à nos guides à qui appartenait ce pays-là. Ils me dirent que c'était une sorte de frontière qu'à bon droit on pourrait nommer No Man's Land, la terre de personne, faisant partie du Grand Karakaté ou Grande Tartarie, et dépendant en même temps de la Chine. Et que, comme on ne prenait aucun soin de préserver ce désert des incursions des brigands, il était réputé le plus dangereux de la route, quoique nous en eussions de beaucoup plus étendus à traverser. En passant par ce désert, qui, de prime abord, je l'avoue, me remplit d'effroi, nous vîmes 2 ou 3 fois de petites troupes de Tartares, mais ils semblaient tout entiers à leurs propres affaires et ne paraissaient méditer aucun dessein contre nous. Et,
Comme l'homme qui rencontra le diable, nous pensâmes que s'ils n'avaient rien à nous dire, nous n'avions rien à leur dire. Nous les laissâmes aller. Une fois, cependant, un de leurs partis s'approcha de nous, s'arrêta pour nous contempler. Examinait-il ce qu'il devait faire, s'il devait nous attaquer ou non? Nous ne savions pas. Quoi qu'il en fût, après l'avoir un peu dépassé, nous formâmes une arrière-garde de 40 hommes, et nous nous tîmes prêts à le recevoir, laissant la caravane cheminer un demi-mille ou environ devant nous. Mais au bout de quelques instants, il se retira, nous saluant simplement à son départ de 5 flèches, dont une blessa et estropia un de nos chevaux. Nous abandonnâmes le lendemain la pauvre bête en grand besoin d'un bon maréchal. Nous nous attendions à ce qu'il nous décocherait de nouvelles flèches mieux ajustées. Mais pour cette fois, nous ne vîmes plus ni flèches ni tartares. Nous marchâmes après ceci près d'un mois, par des routes moins bonnes que d'abord, quoique nous fussions toujours dans les états de l'empereur de la Chine. Mais pour la plupart, elles traversaient des villages dont quelques-uns étaient fortifiés à cause des incursions des Tartares. En atteignant un de ces bourgs, à 2 journées et demie de marche de la ville de Naum, j'eus curie d'acheter un chameau. Tout le long de cette route, il y en avait à vendre en quantité, ainsi que des chevaux tels quels, parce que les nombreuses caravanes qui suivent ce chemin en ont souvent besoin. La personne à laquelle je m'adressais pour me procurer un chameau serait allée me le chercher. Mais moi, comme un fou, par courtoisie, je voulus l'accompagner. L'emplacement où l'on tenait les chameaux et les chevaux sous bonne garde se trouvait environ à 2 milles du bourg. Je m'y rendis à pied avec mon vieux pilote et un Chinois, désireux que j'étais d'un peu de diversité. En arrivant là, nous vîmes un terrain bas et marécageux, entouré comme un parc d'une muraille de pierres empilées à sec, sans mortier et sans liaison, avec une petite garde de soldats chinois à la porte. Après avoir fait choix d'un chameau, après être tombé d'accord sur le prix, je m'en revenais. Et le Chinois qui m'avait suivi conduisait la bête, quand tout à coup s'avancèrent 5 Tartares à cheval. 2 d'entre eux se saisirent du camarade et lui enlevèrent le chameau, tandis que les 3 autres coururent sur mon vieux pilote et sur moi, nous voyant en quelque sorte sans armes. Je n'avais que mon épée, misérable défense contre 3 cavaliers. Le premier qui s'avança s'arrêta court quand je mis flamberge au vent. Ce sont d'insignes couards. Mais un second se jetant à ma gauche m'asséna un horion sur la tête. Je ne le sentis que plus tard. Et je m'étonnais, lorsque je revins à moi, de ce qui avait eu lieu et de ma posture, car il m'avait renversé à plate terre. Mais mon fidèle pilote, mon vieux portugais, par un de ces coups heureux de la Providence, qui se plaît à nous délivrer des dangers par des voies imprévues, avait un pistolet dans sa poche, ce que je ne savais pas, non plus que les Tartares. S'il l'avait su, je ne pense pas qu'ils nous eussent attaqués. Les couards sont toujours les plus hardis quand il n'y a pas de danger. Le bonhomme, me voyant terrassé, marcha intrépidement sur le camarade qui m'avait frappé, et lui saisissant le bras d'une main et de l'autre l'attirant violemment à lui, il lui déchargea son pistolet dans la tête, et l'étendit roide mort. Puis il s'élança immédiatement sur celui qui s'était arrêté, comme je l'ai dit, et avant qu'il pût s'avancer de nouveau, car tout ceci fut fait, pour ainsi dire, en un tour de main, il lui détacha un coup de cimeterre qu'il portait d'habitude. Il manqua l'homme, mais il effleura la tête du cheval et lui abattit une oreille et une bonne tranche de l'abat-joue. Exaspéré par ses blessures, n'obéissant plus à son cavalier, quoiqu'il se tînt bien en selle, la pauvre bête prit la fuite et l'emporta hors de l'atteinte du pilote. Enfin, se dressant sur les pieds de derrière, elle culbuta le Tartare et se laissa choir sur lui. Dans ces entrefaites, survint le pauvre Chinois qui avait perdu le chameau,
mais il n'avait point d'armes. Cependant, apercevant le Tartare abattu et écrasé sous son cheval, il courut à lui, empoignant un instrument grossier et mal fait qu'il avait au côté, d'une manière de hache d'arme. Il le lui arracha et lui fit sauter sa cervelle tartarienne. Or, mon vieux pilote avait encore quelque chose à démêler avec le troisième chenapan. Voyant qu'il ne fuyait pas comme il s'y était attendu, qu'il ne s'avançait pas pour le combattre comme il le redoutait, mais qu'il restait là comme une souche, il se tint coi lui-même et se mit à recharger son pistolet. Sitôt que le Tartare entrevit le pistolet, s'imaginait-il que c'en était un autre, je ne sais, il se sauva ventre à terre, laissant à mon pilote, mon champion, comme je l'appelais depuis, une victoire complète. En ce moment, je commençais à m'éveiller, car, en revenant à moi, je crus sortir d'un doux sommeil, et, comme je l'ai dit, je restai là dans l'étonnement de savoir où j'étais, comment j'avais été jeté par terre, ce que tout cela signifiait. Mais bientôt après, recouvrant mes esprits, j'éprouvai une douleur vague. Je portai la main à ma tête et je la retirai ensanglantée. Je sentis alors des élancements. La mémoire me revint et tout se représenta dans mon esprit. Je me dressai subitement sur mes pieds. Je me saisis de mon épée, mais point d'ennemi. Je trouvai un Tartare étendu mort et son cheval arrêté tranquillement près de lui. Et, regardant plus loin, j'aperçus mon champion, mon libérateur, qui était allé voir ce que le Chinois avait fait et qui s'en revenait avec son sabre à la main. Le bonhomme, me voyant sur pied, vint à moi en courant et m'embrassa dans un transport de joie, ayant eu d'abord quelque crainte que je n'eusse été tué. Et me voyant couvert de sang, il voulut visiter ma blessure. Ce n'était que peu de chose, seulement, comme on dit, une tête cassée. Je ne me ressentis pas trop de ce horion, si ce n'est à l'endroit même qui avait reçu le coup et qui se cicatrisa au bout de 2 ou 3 jours. Cette victoire, après tout, ne nous procura pas grand butin, car nous perdîmes un chameau et gagnâmes un cheval. Mais ce qu'il y a de bon, c'est qu'en rentrant dans le village, l'homme, le vendeur, demanda à être payé de son chameau. Je m'y refusai, et l'affaire fut portée à l'audience du juge chinois du lieu, c'est-à-dire, comme nous dirions chez nous, que nous allâmes devant un juge de paix. Rendons-lui justice, ce magistrat se comporta avec beaucoup de prudence et d'impartialité. Après avoir entendu les 2 parties, il demanda gravement au Chinois qui était venu avec moi pour acheter le chameau de qui il était le serviteur. « Je ne suis pas serviteur, répondit-il. Je suis allé simplement avec l'étranger. »« À la requête de qui ?» dit le juge. « À la requête de l'étranger. »« Alors, reprit le justice, vous étiez serviteur de l'étranger pour le moment. Et le chameau ayant été livré à son serviteur, il a été livré à lui, et il le faut, lui, qu'il le paie. » J'avoue que la chose était si claire que je n'eus pas un mot à dire. Enchanté de la conséquence tirée d'un si juste raisonnement, et de voir le cas si exactement établi, je payai le chameau de tout cœur et j'en envoyai quérir un autre. Remarquez bien que j'y envoyais. Je me donnais de garde d'aller le chercher moi-même. J'en avais assez comme ça. La ville de Naum est sur la lisière de l'Empire chinois. On l'a dit fortifiée et l'on dit vrai. Elle l'est pour le pays. Car je ne craindrais pas d'affirmer que tous les Tartares de Karakatay, qui sont, je crois, quelques millions, ne pourraient pas en abattre les murailles avec leurs arcs et leurs flèches. Mais appeler cela une ville forte, si elle était attaquée avec du canon, ce serait vouloir se faire rire au nez par tous ceux qui s'y entendent. Nous étions encore, comme je l'ai dit, à plus de 2 journées de marche de cette ville, quand des exprès furent expédiés sur toute la route pour ordonner à tous les voyageurs et à toutes les caravanes de faire halte, jusqu'à ce qu'on leur eût envoyé une escorte, parce qu'un corps formidable de Tartares, pouvant monter à 10 000 hommes, avait paru à 30 miles environ au-delà de la ville. C'était une fort mauvaise nouvelle pour des voyageurs.
Cependant, de la part du gouverneur, l'attention était louable, et nous fûmes très contents d'apprendre que nous aurions une escorte. 2 jours après, nous reçûmes donc 200 soldats détachés d'une garnison chinoise sur notre gauche, et 300 autres de la ville de Naum, et avec ce renfort, nous avançâmes hardiment. Les 300 soldats de Naum marchaient à notre front, les 200 autres à l'arrière-garde, nos gens de chaque côté des chameaux chargés de nos bagages, et toute la caravane au centre. Dans cet ordre, et bien préparés au combat, nous nous croyions à même de répondre aux 10 000 Tartares mongols s'ils se présentaient. Mais le lendemain, quand ils se montrèrent, ce fut tout autre chose. De très bonne heure dans la matinée, comme nous quittions une petite ville assez bien située, nommée Changu, nous eûmes une rivière à traverser. Nous fûmes obligés de la passer dans un bac, et si les Tartares eussent eu quelque intelligence, c'est alors qu'ils nous eussent attaqués, tandis que la caravane était déjà sur l'autre rivage et l'arrière-garde encore en deçà. Mais personne ne parut en ce lieu. Environ 3 heures après, quand nous fûmes entrés, dans un désert de 15 ou 16 milles d'étendue, un nuage de poussière qui s'élevait, nous présumâmes que l'ennemi était proche. Et il était proche en effet, car il arrivait sur nous à toute bride. Les Chinois de notre avant-garde, qui la veille avaient eu le verbe si haut, commencèrent à s'ébranler. Fréquemment, ils regardaient derrière eux, signe certain chez un soldat qu'il est prêt à lever le camp. Mon vieux pilote fit la même remarque, et comme il se trouvait près de moi, il m'appela. « Seigneur Inglaise, dit-il, il faut remettre du cœur au ventre à ces drôles, ou ils nous perdront tous, car si les Tartares s'avancent, ils ne résisteront pas. » « C'est aussi mon avis, lui répondis-je. Mais que faire ? Que faire ? S'écria-t-il. Que de chaque côté 50 de nos hommes s'avancent, qu'ils flanquent ces peureux et les animent, et ils combattront comme de braves compagnons et braves compagnies. Sinon, tous vont tourner casaque. Là-dessus, je courus au galop vers notre commandant. Je lui parlai. Il fut entièrement de notre avis. 50 de nous se portèrent donc à l'aile droite, et 50 à l'aile gauche, et le reste forma une ligne de réserve. Nous poursuivîmes ainsi notre route, laissant les derniers 200 hommes faire un corps à part pour garder nos chameaux. Seulement, si besoin était, ils devaient envoyer une centaine des leurs pour assister nos 50 hommes de réserve. Bref, les Tartares arrivèrent en foule. Impossible à nous de dire leur nombre, mais nous pensâmes qu'ils étaient 10 000 tout au moins. Ils détachèrent d'abord un parti pour examiner notre attitude, en traversant le terrain sur le front de notre ligne. Comme nous le tenions à portée de fusil, notre commandant ordonna aux 2 ailes d'avancer en toute hâte et de lui envoyer simultanément une salve de mousqueterie, ce qui fut fait. Sur ce, il prit la fuite, pour rendre compte, je présume, de la réception qui attendait nos Tartares. Et il paraîtrait que ce salut ne les mit pas en goût, car ils firent halte immédiatement. Après quelques instants de délibération, faisant un demi-tour à gauche, ils rengainèrent leurs compliments et ne nous en dirent pas davantage pour cette fois, ce qui, vu les circonstances, ne fut pas très désagréable. Nous ne brûlions pas excessivement de donner bataille à une pareille multitude. 2 jours après, ceux-ci nous atteignîmes la ville de Naum ou Nauma. Nous remerciâmes le gouverneur de ses soins pour nous, et nous fîmes une collecte qui s'éleva à une centaine de crowns que nous donnâmes aux soldats envoyés pour notre escorte. Nous y restâmes un jour. Naum est tout de bon une ville de garnison. Il y avait bien 900 soldats. Et la raison en est qu'autrefois les frontières moscovites étaient beaucoup plus voisines qu'elles ne le sont aujourd'hui, les moscovites ayant abandonné toute cette portion du pays, laquelle, à l'ouest de la ville, s'étend jusqu'à 200 milles environ. Comme stérile et indéfrichable, et plus encore à cause de son éloignement et de la difficulté qu'il y a d'y entretenir des troupes pour sa défense.
car nous étions encore à 2000 miles de la Moscovie proprement dite. Après cette étape, nous eûmes à passer plusieurs grandes rivières et 2 terribles déserts, dont l'un nous coûta 16 jours de marche. C'est à juste titre, comme je l'ai dit, qu'il pourrait se nommer No Man's Land, la terre de personne. Et le 13 avril, nous arrivâmes aux frontières des États moscovites. Si je me souviens bien, la première cité, ville ou forteresse, comme il vous plaira, qui appartient au tsar de Moscovie, s'appelle Argoun, située qu'elle est sur la rive occidentale de la rivière de ce nom. Je ne pus m'empêcher de faire paraître une vive satisfaction en entrant dans ce que j'appelais un pays chrétien, ou du moins dans un pays gouverné par des chrétiens. Car, quoiqu'à mon sens les moscovites ne méritent que tout juste le nom de chrétiens, cependant ils se prétendent tels et sont très dévots à leur manière. Tout homme à coup sûr qui voyage par le monde, comme je l'ai fait, s'il n'est pas incapable de réflexion, tout homme à coup sûr, dis-je, en arrivera à se bien pénétrer que c'est une bénédiction d'être né dans une contrée où le nom de Dieu et d'un Rédempteur est connu, révéré, adoré, et non pas dans un pays où le peuple, abandonné par le ciel à de grossières impostures, adore le démon, se prosterne devant le bois et la pierre, et rend un culte aux monstres, aux éléments, à des animaux de forme horrible, à des statues ou à des images monstrueuses. Pas une ville, pas un bourg par où nous venions de passer qui n'eût ses pagodes, ses idoles, ses temples, et dont la population ignorante n'adora jusqu'aux ouvrages de ses mains. Alors, du moins, nous étions arrivés en un lieu où tout respirait le culte chrétien, où, mêlé d'ignorance ou non, la religion chrétienne était professée, et le nom du vrai Dieu invoqué et adoré. J'en étais réjoui jusqu'au fond de l'âme. Je saluai le brave marchand écossais dont j'ai parlé plus haut, à la première nouvelle que j'en eus, et lui prenant la main, je lui dis « Béni soit Dieu, nous voici encore une fois revenus parmi les chrétiens. » Il sourit et me répondit « Compatriote, ne vous réjouissez pas trop tôt. Ces moscovites sont une étrange sorte de chrétiens. Ils en portent le nom et voilà tout. Vous ne verrez pas grand-chose de réel avant quelques mois de plus de notre voyage. » Soit, dis-je, mais toujours est-il que cela vaut mieux que le paganisme et l'adoration des démons. Attendez, reprit-il, je vous dirai qu'excepté les soldats russiens des garnisons et quelques habitants des villes sur la route, tout le reste du pays, jusqu'à plus de 1000 miles au-delà, est habité par des païens exécrables et stupides. Comme en effet nous le vîmes. Nous étions alors, si je comprends quelque chose à la surface du globe, lancés à travers la plus grande pièce de terre solide qui se puisse trouver dans l'univers. Nous avions au moins 1200 miles jusqu'à la mer, à l'est. Nous en avions au moins 2000 jusqu'au fond de la mer Baltique, du côté de l'ouest, et au moins 3000 si nous laissions cette mer pour aller chercher au couchant le canal de la Manche entre la France et l'Angleterre. Nous avions 5000 miles pleins jusqu'à la mer des Indes ou de Perse, vers le sud, et environ 800 miles au nord jusqu'à la mer glaciale. Si l'on en croit même certaines gens, il ne se trouve point de mer du côté du nord-est jusqu'au pôle, et conséquemment dans tout le nord-ouest. Un continent irait donc joindre l'Amérique, nul mortel ne sait tout, mais d'excellentes raisons que je pourrais donner me portent à croire que c'est une erreur. Quand nous fûmes entrés dans les possessions moscovites, avant d'arriver à quelques villes considérables, nous n'eûmes rien à observer, sinon que toutes les rivières coulent à l'est, ainsi que je le reconnus sur les cartes que quelques personnes de la caravane avaient avec elles. Il est clair qu'elles affluent toutes dans le grand fleuve Yamour ou Gamour. Ce fleuve, d'après son cours naturel, doit se jeter dans la mer ou océan chinois. On nous raconta que ces bouches sont obstruées par des joncs d'une crue monstrueuse, de 3 pieds de tour et de 20 ou 30 pieds de haut.
qu'il me soit permis de dire que je n'en crois rien. Comme on ne navigue pas sur ce fleuve, parce qu'il ne se fait point de commerce de ce côté, les Tartares, qui seuls en sont les maîtres, s'adonnant tout entiers à leur troupeau, personne donc, que je sache, n'a été assez curieux pour le descendre en bateau jusqu'à son embouchure, ou pour le remonter avec des navires. Chose positive, c'est que courant vers l'est par une latitude de 60 degrés, il emporte un nombre infini de rivières, et qu'il trouve dans cette latitude un océan pour verser ses eaux. Aussi est-on sûr qu'il y a une mer par là. À quelques lieues au nord de ce fleuve, il se trouve plusieurs rivières considérables qui courent aussi directement au nord que le Yamour court à l'est. On sait qu'elles vont toutes se décharger dans le grand fleuve Tartarus, tirant son nom des nations les plus septentrionales d'entre les Tartares mongols, qui, au sentiment des Chinois, seraient les plus anciens Tartares du monde, et, selon nos géographes, les Gogs et Magogs dont il est fait mention dans l'histoire sacrée. Ces rivières courant toutes au nord, aussi bien que celles dont j'ai encore à parler, démontrent évidemment que l'océan septentrional borne aussi la terre de ce côté, de sorte qu'il ne semble nullement rationnel de penser que le continent puisse se prolonger dans cette région pour aller joindre l'Amérique, ni qu'il n'y ait point de communication entre l'océan septentrional et oriental. Mais je n'en dirai pas davantage là-dessus. C'est une observation que je lis alors, voilà pourquoi je l'ai consignée ici. De la rivière Arguna, nous poussâmes en avant à notre aise et à petite journée, et nous fûmes sensiblement obligés du soin que le tsar de Moscovie a pris de bâtir autant de cités et de villes que possible, où ses soldats tiennent garnison à peu près comme ces colonies militaires postées par les Romains dans les contrées les plus reculées de leur empire, et dont quelques-unes, entre autres, à ce que j'ai lu, étaient placées en Bretagne pour la sûreté du commerce et pour l'hébergement des voyageurs. C'était de même ici, car partout où nous passâmes, bien que, en ces villes et en ces stations, la garnison et les gouverneurs fussent russiens et professassent le christianisme, les habitants du pays n'étaient que de vrais païens, sacrifiant aux idoles et adorant le soleil, la lune, les étoiles et toutes les armées du ciel. Je dirais même que de toutes les idolâtries, de tous les païens que je rencontrai jamais, c'étaient bien les plus barbares. Seulement ces misérables ne mangeaient pas de chair humaine, comme font nos sauvages de l'Amérique. Nous en vîmes quelques exemples dans le pays, entre Arguna, par où nous entrâmes dans les États moscovites, et une ville habitée par des Tartares et des Moscovites appelée Nertsinskoï, où se trouve un désert, une forêt continue qui nous demanda 22 jours de marche. Dans un village, près la dernière de ces places, j'eus la curiosité d'aller observer la manière de vivre des gens du pays, qui est bien la plus brute et la plus insoutenable. Ce jour-là, il y avait sans doute grand sacrifice, car on avait dressé sur un vieux tronc d'arbre une idole de bois, aussi effroyable que le diable, du moins à peu près comme nous nous figurons qu'il doit être représenté. Elle avait une tête qui assurément ne ressemblait à celle d'aucune créature que le monde ait vue, des oreilles aussi grosses que cornes d'un bouc et aussi longues, des yeux de la taille d'un écu, un nez bossu comme une corne de bélier, et une gueule carrée et béante comme celle d'un lion, avec des dents horribles, crochues, comme le bec d'un perroquet. Elle était habillée de la plus sale manière qu'on puisse s'imaginer. Son vêtement supérieur se composait de peau de mouton, la laine tournée en dehors, et d'un grand bonnet tartare planté sur sa tête avec 2 cornes passant au travers. Elle pouvait avoir 8 pieds du haut, mais elle n'avait ni pieds ni jambes, ni aucune espèce de proportion. Cet épouvantail était érigé hors du village, et quand j'en approchais, il y avait là 16 ou 17 créatures, hommes ou femmes, je ne sais, car ils ne font point de distinction ni dans leurs habits ni dans leur coiffure. Toutes couchées par terre à plat ventre,
autour de ce formidable et informe bloc de bois. Je n'apercevais pas le moindre mouvement parmi elles, pas plus que si elles eussent été des souches, comme leur idole. Je le croyais d'abord tout de bon, mais quand je fus un peu plus près, elles se dressèrent sur leurs pieds et poussèrent un hurlement, à belle gueule, comme l'eût fait une meute de chiens. Puis elles se retirèrent, vexées sans doute de ce que nous les troublions. À une petite distance du monstre, à l'entrée d'une tente ou hutte, toute faite de peaux de mouton et de peaux de vache séchées, étaient postés 3 hommes, que je pris pour des bouchers, parce qu'en approchant je vis de longs couteaux dans leurs mains, et au milieu de la tente, 3 moutons tués et un jeune bœuf ou bouvillon. Selon toute apparence, ces victimes étaient pour cette bûche d'idole, à laquelle appartenaient les 3 prêtres, et les 17 imbéciles prosternés avaient fourni l'offrande et adressé leurs prières à la bûche. Je confesse que je fus plus révolté de leur stupidité et de cette brutale adoration d'un hobgoblin, d'un fantôme, que du tout ce qui m'avait frappé dans le cours de ma vie. Oh, qu'il m'était douloureux de voir la plus glorieuse, la meilleure créature de Dieu, à laquelle, par la création même, il a octroyé tant d'avantages, préférablement à tous les autres ouvrages de ses mains, à laquelle il a donné une âme raisonnable, douée de facultés et de capacités, afin qu'elle honorât son Créateur et qu'elle en fût honorée. Oh, qu'il m'était douloureux de la voir, dis-je, tomber et dégénérer jusque-là, d'être assez stupide pour se prosterner devant un rien hideux, un objet purement imaginaire, dressé par elle-même, rendu terrible à ses yeux par sa propre fantaisie, orné seulement de torchons et de guenilles, et de songer que c'était là l'effet d'une pure ignorance, transformée en dévotion infernale par le diable lui-même, qui, enviant à son Créateur l'hommage et l'adoration de ses créatures, les avait plongés dans des erreurs si grossières, si dégoûtantes, si honteuses, si bestiales, qu'elles semblaient devoir choquer la nature elle-même. Mais que signifiaient cet ébahissement et ces réflexions? C'était ainsi. Je le voyais dans mes yeux, impossible à moi d'en douter. Tout mon étonnement tournant en rage, je galopai vers l'image ou monstre, comme il vous plaira, et avec mon épée, je pourfendis le bonnet qu'il avait sur la tête, au beau milieu, tellement qu'il pendait par une des cornes. Un de nos hommes qui se trouvait avec moi saisit alors la peau de mouton qui couvrait l'idole et l'arrachait. Quand tout à coup, une horrible clameur parcourut le village, et 2 ou 3 drôles me tombèrent sur les bras, si bien que je me sauvai sans demander mon reste, et d'autant plus volontiers que quelques-uns avaient des arcs et des flèches. Mais je fis serment de leur rendre une nouvelle visite. Notre caravane demeura 3 nuits dans la ville, distante de ce lieu de 4 ou 5 miles environ, afin de se pourvoir de quelques montures dont elle avait besoin, plusieurs de nos chevaux ayant été surmenés et estropiés par le mauvais chemin et notre longue marche à travers le dernier désert, ce qui nous donna le loisir de mettre mon dessein à exécution. Je communiquai mon projet au marchand écossais de Moscou, dont le courage m'était bien connu. Je lui contai ce que j'avais vu et de quelle indignation j'avais été rempli en pensant que la nature humaine pût dégénérer jusque-là. Je lui dis que si je pouvais trouver 4 ou 5 hommes bien armés qui voulussent me suivre, j'étais résolu à aller détruire cet immonde, cette abominable idole, pour faire voir à ses adorateurs que ce n'était qu'un objet indigne de leur culte et de leur prière, incapable de se défendre lui-même, bien loin de pouvoir assister ceux qui lui offraient des sacrifices. Il se prit à rire. « Votre zèle peut être bon, me dit-il, mais que vous proposez-vous là ?»« Ce que je me propose, m'écriai-je, c'est de venger l'honneur de Dieu qui est insulté par cette adoration satanique. »« Mais comment cela vengerait-il l'honneur de Dieu ?» reprit-il, « puisque ces gens ne seront pas à même de comprendre votre intention, à moins que vous ne leur parliez et ne la leur expliquiez, et alors ils vous battront, je vous l'assure, car ce sont d'enragés coquins, et surtout quand il s'agit de la défense de leur idolâtrie.
Ne pourrions-nous pas le faire de nuit, dis-je, et leur en laisser les raisons par écrit dans leur propre langage? Par écrit, répéta-t-il. Peste! Mais dans 5 de leur nation, il n'y a pas un seul homme qui sache ce que c'est qu'une lettre, qui sache lire un mot dans aucune langue, même dans la leur. Misérable ignorance, m'écriai-je. J'ai pourtant grande envie d'accomplir mon dessein. Peut-être la nature les amènera-t-elle à en tirer des inductions et à reconnaître combien ils sont stupides d'adorer ces hideuses machines. Cela vous regarde, sire, reprit-il. Si votre zèle vous y pousse si impérieusement, faites-le, mais auparavant qu'il vous plaise de considérer que ces peuples sauvages sont assujettis par la force à la domination du tsar de Moscovie, que si vous faites le coup, il y a 10 contre 1 à parier qu'ils viendront par milliers se plaindre au gouverneur de Nertsinskoï et demander satisfaction, et que si on ne peut leur donner satisfaction, il y a 10 contre 1 à parier qu'ils révolteront, et que ce sera là l'occasion d'une nouvelle guerre avec tous les Tartares de ce pays. Ceci, je l'avoue, me mit pour un moment de nouvelles pensées en tête. Mais j'en revenais toujours à ma première idée, et toute cette journée, l'exécution de mon projet me tourmenta. Vers le soir, le marchand écossais m'ayant rencontré par hasard dans notre promenade autour de la ville, me demanda à s'entretenir avec moi. « Je crains, me dit-il,